Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Droit et Justice, nous nous intéressons dans ce numéro, j'allais dire au tribunal de première instance. Au niveau de première instance, avec toujours notre invité qui nous apportait des précisions dans le numéro précédent. Maître Raoul Placé Dongbeji, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes là pour nous parler, disons, des tribunaux de première instance. Et dans le numéro précédent, vous avez d'ailleurs commencé à nous expliciter un peu, parlant de la magistrature debout, également de la magistrature assise, juge et parquet pour ces précisions. Juste un petit rappel pour qu'on puisse continuer au niveau de la subdivision, au niveau des tribunaux. Oui, merci M. Solano. Nous étions effectivement là. Sur la magistrature ou le corps magistral à l'intérieur d'un tribunal, nous avions fait la dissociation entre les magistrats, la magistrature assise et la magistrature debout, en dissociant le parquet des magistrats du siège. Et pour poursuivre dans cette logique, donc, comprenez que la magistrature assise, la dernière fois, j'avais donné l'exemple des tribunaux correctionnels, citation directe ou flagrant délit. La magistrature assise, au-delà des audiences correctionnelles, prend toutes les autres audiences. Les audiences sociales, les affaires de licenciement en matière de travail, les affaires civiles, droit de propriété foncière, les affaires d'état civil, les affaires matrimoniales, mariage, divorce, reconnaissance de paternité, recherche, ainsi de suite. Vous les verrez dans différentes salles d'audience réparties en différentes chambres. On parlera de chambres affaires matrimoniales de l'enfance. Vous aurez les chambres de droit civil moderne, vous aurez les chambres de droit de propriété foncière, vous aurez les chambres d'état civil, vous aurez les chambres de tutelle. Bref, vous voyez, le tribunal est subdivisé en différentes chambres. Et selon les requêtes des justiciables, selon les plaintes qui viennent, selon les demandes qui sont portées dans les différentes procédures, tout est centralisé au niveau de la présidence du tribunal d'abord. Et c'est lui qui ventile maintenant vers la première, la deuxième, la troisième chambre, selon la grandeur du tribunal, selon le nombre de magistrats qui y officient, selon le nombre d'affaires qui y entrent. Eh bien, les chambres sont ventilées pour qu'un seul magistrat ne se retrouve avec des milliers de dossiers. On essaie de ventiler comme ça. Et donc, selon l'organisation du tribunal, selon les jours d'audience, selon les heures d'audience, les parties viennent pour être entendues sur leurs différentes demandes, apporter les éléments de preuve, ainsi de suite, et une décision va être rendue. Ça, c'est pour ce qui est de la magistrature. Ouais. J'ai dit qu'il y a le parquet. Le parquet, c'est le procureur de la République et ses substituts. Au-delà de prendre les audiences, ils jouent d'autres rôles. Ils sont, par exemple, chargés de suivre, pour ne pas dire de coordonner, les enquêtes préliminaires, les enquêtes de police judiciaire, en fait. Donc, lorsqu'il y a une infraction, une plainte est déposée, c'est au parquet, en général, qu'on dépose la plainte. Le procureur qui reçoit la plainte, il décide de l'unité de police vers laquelle il va l'orienter pour que les enquêtes soient menées. Normalement, les enquêtes se mènent au sens de la loi, sous le contrôle du procureur de la République. C'est-à-dire que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, est tenu d'informer le procureur quand une enquête est ouverte, de le tenir informé de l'évolution, de recueillir ses instructions sur l'orientation à donner, les actes à poser. Tout cela doit être fait normalement sous le contrôle du procureur. Donc le procureur joue ce rôle et il peut déléguer, et il délègue souvent ce rôle à ses substituts parce que lui, ça ne peut pas couvrir toutes les unités de police de son ressort territorial. Quand vous prenez Cotonou, nous avons combien d'arrondissements? Nous avons combien de commissariats de police? Vous imaginez, donc tout seul, ce n'est pas évident. Il ventile. Lorsque l'enquête est terminée, il y a le déferment. Lorsqu'il y a des mises en cause qui ont été appréhendées, qu'ils soient gardés à vue ou pas, il faut les conduire vers le tribunal. Arrivé au tribunal, c'est au procureur de la République qu'on les présente. C'est lui qui prend le dossier, qui écoute les parties, qui voit s'il y a lieu d'ouvrir une procédure correctionnelle ou criminelle en fonction de la nature des faits. Quand c'est une procédure correctionnelle, c'est lui qui décide s'il faut placer les mises en cause sous mandat de dépôt ou pas. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils doivent faire l'objet d'une détention provisoire en attendant leur procès, ou bien est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux, quitte à répondre à la date qui sera fixée en comparaissant libre. Ça, c'est lui qui prend ces décisions-là, en accord avec ses substituts, ou selon les pouvoirs qu'il lui a délégués, ses substituts prendront la décision en ses lieux et places et pour son compte.
Ça, c'est lorsque le déferment se fait. Il peut estimer également... C'est ce qui justifie le flux, j'allais dire le nombre de détenus qu'on voit souvent, parfois à des audiences à Cotonou. C'est quand même trop le flux. Exactement. On se demande, y a-t-il autant d'affaires portées devant ces juridictions? Oui, si vous avez la chance d'aller au tribunal un jour de déferment, vous voyez que toutes les unités de police, en tout cas toutes celles devant lesquelles des cas ont été posés, des enquêtes ont été menées, il y a les jours de déferment, toutes ces unités amènent au niveau du parquet là où les personnes qui sont en cause dans les enquêtes qu'elles ont menées. Et le procureur reçoit tous ces cas. Souvent, quand vous venez à partir de 8 heures ces jours-là, vous y êtes jusqu'à 22h, 23h parfois, selon le nombre de cas qu'on a amenés. Alors, quand le procureur et ses substituts reçoivent les unités une à une, les cas un à un, ils font le tri. On peut amener 200 personnes ce jour-là en déferment et c'est peut-être 25 qui se retrouvent en détention provisoire. La détention provisoire, il faut le rappeler, le souligner, c'est la mesure que prend le procureur pour assurer d'abord que la personne mise en cause sera tenue à disposition de la justice lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'assurer sa représentation ou sa présence effective. C'est également la mesure qu'il prend parfois pour assurer la sécurité du mis en cause lui-même. Ou parfois préserver l'ordre public parce qu'il estime que dans ce fait-là, avec ces éléments-là, si on laisse l'intéressé retourner dans le milieu social dans lequel les faits se sont passés, eh bien, il pourrait y avoir des cas de vindicte, il pourrait y avoir de la vengeance, il pourrait y avoir ça peut dégénérer. Et donc, pour préserver ça, il peut estimer que la meilleure façon, c'est de garder celui-là ou de le placer en détention provisoire, donc hors du corps social. Mais c'est pas souvent compris comme ça, parce que par les justiciables, parce que priver quelqu'un de sa liberté, on a souvent du mal à croire peut-être que on vous prive on vous met à l'abri d'une vindicte populaire, on vous met en sécurité. C'est pas souvent compris de cette manière. L'avocat que je suis n'applaudit jamais quand il a quelqu'un qui va en détention provisoire. C'est pas l'idéal, mais par expérience, il y a des cas où effectivement, quand vous analysez, vous regardez. D'abord, c'est un pouvoir que le législateur a donné au procureur. C'est pas de la fantaisie. C'est vrai que tous les cas ne se justifient pas forcément. Ça peut arriver. Mais là encore, c'est humain. Parce que ce que moi je vois grave, vous pouvez le percevoir comme mineur et vice-versa. Donc, dans cette situation-là, c'est le procureur qui a le dernier mot et sa décision, c'est ça qui passera de toutes les façons pour le moment. Il y a des cas, et vous l'entendrez, vous le verrez, où des personnes placées en détention provisoire font même des mois de détention provisoire et finalement sont acquittées ou relaxées purement et simplement. C'est-à-dire que l'infraction n'est même pas constituée. Sans dédommagement. Ça peut relever d'une mauvaise appréciation. Et ça arrive, malheureusement. Mais ça, encore, vous dites, c'est humain. Et c'est d'ailleurs parce que c'est humain que même le législateur a prévu ce qu'on appelle l'irresponsabilité du parquet. Ce qui signifie que lorsque le procureur même et ou ses substituts sont trompés, on pris contre vous une mesure de détention provisoire, que vous êtes resté en détention provisoire, vous ne pouvez pas, une fois libéré ou acquitté, décider de poursuivre le procureur ou son substitut pour avoir une mauvaise décision. Pénalement? Vous ne pouvez pas le faire. Mais on peut même pas réparation. Oui, vous pouvez demander réparation. Ouais. Mais ça ne sera pas contre le procureur ou le substitut in tutu personne, c'est-à-dire en personne. Vous demandez réparation à l'État ou à la société pour le compte duquel il travaille en fait. Donc c'est l'État qui va vous dédommager si votre procédure aboutit, si la responsabilité ou le dommage qu'on vous a causé est établi. Et en termes de dommages, il peut y en avoir. Parce que des gens ont fait parfois des années. Certains ont passé 10 ans, 15 ans en détention provisoire pour se retrouver acquittés purement et simplement. Ça arrive. Mais je souligne, c'est humain tout ça. C'est humain et il faut l'intégrer et l'admettre comme tel. Mais après, il faut travailler simplement pour que, autant que faire se peut, des cas du genre soient les moins nombreux possibles. Voilà. Donc, pour en revenir à notre débat, c'est le procureur, c'est le substitut qui décide quelle orientation donner au dossier. Si c'est flagrant délit, avec ou sans mandat de dépôt, donc avec ou sans détention provisoire, ou si c'est criminel, orienter le dossier vers un cabinet d'instruction, il décide qu'il faut aller en matière criminelle. Et en matière criminelle, la loi dit que l'instruction préparatoire est obligatoire. Alors, lui, quand il décide que c'est criminel qu'il faut aller en instruction, le dossier va remonter vers la présidence du tribunal. Et la présidence du tribunal, maintenant, va l'orienter vers un cabinet d'instruction, en général, le cabinet d'instruction de permanence, selon le mois où vous comparaissez. Donc, si cette semaine, c'est le premier ou le deuxième cabinet, la semaine d'après, ce n'est pas le même cabinet. Et ainsi, donc, le dossier est ventilé. Là encore,
Si le procureur de la République, en décidant que c'est criminel, envoie vers la présidence, lui peut demander la poursuite avec ou sans mandat de dépôt également pour la matière criminelle en attendant donc la phase de l'instruction. La présidence envoie vers le cabinet d'instruction de permanence. Si le juge d'instruction de permanence reçoit le dossier avec la position du parquet qui est qu'il faut vous placer là où les personnes sous mandat de dépôt, il peut avoir un avis contraire. S'il a un avis contraire, lui décide que c'est sans mandat de dépôt, eh bien, normalement, vous rentrez sous convocation tranquillement. Mais si lui aussi s'aligne et il croit comme le parquet qu'il faut un mandat de dépôt, il vous envoie devant le juge de la liberté et de la détention, qui cette fois-ci regarde les deux positions, celle du parquet et celle du juge d'instruction. Lui, il peut décider, après avoir écouté les accusés ou les personnes mises en cause, les avocats quand il y en a, évaluer le pour et le contre, apprécier les conditions objectives, décide, lui, juge de la liberté finalement, si oui ou non, vous allez sous mandat de dépôt. Et là, il prend une ordonnance de placement en détention provisoire, où il estime que non, pas besoin de vous mettre sous mandat de dépôt. Il peut prendre des mesures de contrôle judiciaire, par exemple. Vous rentrez chez vous sous contrôle judiciaire, et ainsi de suite. Ça, c'est les deux pôles majeurs du corps magistral. J'ai dit qu'il y a le greffe. Oui, le greffe. Oui. Le greffe, qui est sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal, c'est un peu comme, je dirais, le secrétariat général de la maison. Mais c'est sous le volet judiciaire normalement, les actes de justice. Vous voulez des copies de décision? Quand vous avez fait un procès, le juge a rendu une décision. Pour avoir la copie de la décision du juge, c'est au greffe que vous allez vous adresser. Vous voulez avoir un casier judiciaire, un casier, vous faites la demande au greffe. Le greffe, c'est un peu comme la caisse de la maison, c'est le secrétariat général, c'est lui qui ventile, qui sait les actes de greffe, les copies de décision, les extraits de décision, les rapports d'expertise, vous devez payer les frais d'expertise et autres là. C'est le greffe qui gère. Les greffiers sont sous sa responsabilité, c'est lui qui les affecte aux audiences en accord avec la présidence du tribunal. Voyez-vous? Et ce qui fait que si vous venez en 2021 chercher une décision qui date de 1980, mais c'est au greffe que vous allez vous adresser, c'est les archives de la maison en fait. Voilà. D'accord. Ça c'est le greffe. Le greffe, oui. Vous avez parlé des cabinets d'instruction. Oui, les cabinets d'instruction, j'ai déjà survolé un peu tout à l'heure en faisant le pôle parquet, présidence, cabinet d'instruction. Oui. C'est un peu... c'est des magistrats qui les tiennent. Oui. Et leur rôle dans la maison, justice, c'est d'instruire, c'est de mener l'enquête judiciaire en fait. C'est-à-dire que, contrairement aux unités de police judiciaire, les cabinets d'instruction font l'enquête judiciaire dans le cadre des procédures, qu'elles soient correctionnelles ou criminelles. Mais c'est dans les dossiers complexes, dans lesquels on estime que le flagrant délit n'est pas possible. Il faut rechercher davantage d'éléments pour asseoir la responsabilité de ceux qu'on considère comme étant ceux qui ont commis les infractions. Les cabinets d'instruction, ils vont servir à cela. D'accord. Merci à vous, Maître Raoul Placé-Dongwedi, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau du Bénin. On parlait un peu de la subdivision au niveau des tribunaux de première instance. Vous avez parlé de la présidence, le parquet, le greffe et puis les cabinets d'instruction. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Merci pour votre attention. Au revoir.